Et comment ça va? Vous allez bien? Oui, c'est le point médian entre l'after et le before. Oh, ça va trop vite. Negassi, j'espère que j'ai pas écorché le pseudo. Ah, mais ça va trop vite. Mais vous êtes combien? Mais vous êtes beaucoup trop déjà là. Comment ça va? Bon, ouais, c'est à l'arrache. Hein, j'ai tout branché. C'est mon. J'avais un assistant à l'instant là que j'ai évacué de la pièce, mais j'avais mon petit dernier de 11 mois qui m'a aidé à tout allumer. Voilà. Parce que je suis pas un crack, pas un gros crack qui tourne en informatique. Moi, donc, on a allumé le PC ensemble. On a allumé la table de son ensemble. On a allumé la lumière ensemble. On a lancé tous les logiciels qui vont bien. Le nombre de logiciels qu'il faut lancer quand même pour un truc comme ça, mais c'est fou. Voilà. Donc, j'ai fait à l'arrache. J'espère que ça va. La lumière, voilà. Bon, ok. Le cadre. Bah ouais, c'est à peu près comme d'habitude. Allez, un petit peu plus de lumière peut-être. Voilà. Ma tablette magique de lumière, voilà, qui s'allume. Voilà, allez, on booste tout, là, c'est cool, ok, très bien. Vous allez bien? Bon, d'abord, bonjour à tous, d'abord. Merci d'être là, c'est juste super sympa. Horaire un peu inhabituel. 11h ce matin, le stream, normalement, c'est plutôt 9h30. Et puis 11h parce que, après la matinale de France Info ce matin, je suis un peu resté avec mes amis de France Télévisions pour parler de Twitch, pour parler de stream. Voilà, on a un petit rendez-vous, une petite réunion à propos, eh bien, de ce qui est, en gros, on va dire comme ça, hein, pour faire simple, le premier stream de France Télévisions. Tadam! J'ai un petit bruit là-dessus ou pas? Yes! Le premier stream de France Télévisions. Ce sera demain matin quand même. C'est à marquer d'une pierre blanche, comme on dit, dans l'agenda de ce beau groupe dans lequel j'ai la chance de travailler. Alors, c'est pas le stream de Samuel Etienne demain, hein, de 9h30 à 11h. Moi, je suis là juste pour accompagner. Ce sera le stream de France Télévisions. Hein, je vais vous, il faudra que je vous mette, le lien dans. Je sais pas si je l'ai encore en. Je copie. Je fais n'importe quoi. Je fais un copier-coller. Je sais pas ce que j'ai copié-collé. Qu'est-ce que j'essaye. Je sais même pas. Si... Je vais vous coller n'importe quoi. Ah bah je l'ai plus. Très bien. Il faudra que. Oui, c'est France TV. Mais je vais essayer de vous le retrouver. Donc demain, je serai donc sur cette chaîne, pas sur la mienne, France TV. Je vais vous faire un petit copier-coller dans un instant. Pour 1h30 avec Damien Mascret, qui a un statut très particulier parce qu'il est médecin et journaliste. Et c'est un mec juste génial, hyper ouvert, qui est déjà très intéressé par les écrans. Depuis un moment déjà, il a déjà fait des lives, tout ça, mais pas sur ce support-là, plutôt sur Facebook. Voilà, donc il est très curieux de tout ça. Et on s'est dit, tiens, et si on faisait 1h30 de stream demain matin, vendredi, donc pour parler des vaccins, parce que les Français se posent énormément de questions, c'est le moins que l'on puisse dire, sur les vaccins. Donc, un petit rendez-vous sur la crise sanitaire, surtout axé sur les vaccins, et puis surtout axé sur vos questions. Voilà, donc les questions à laquelle on pourra répondre en tant que journaliste, et surtout Damien, en tant que médecin, vous pourrez les poser demain. 1h de stream, on te connaît, ça fera 2h. Ouais, c'est pas impossible. Bah oui, mais c'est trop bien aussi ici, comme vous voulez vous dire. Hein? Je vous rappelle que c'est possible d'être médecin et journaliste. Bah oui, bien sûr. Je connais. Bien sûr, c'est Brassica 77. C'est possible d'être médecin et journaliste. Bah oui, si on a fait les deux cursus, hein, si on a suivi les deux parcours étudiants, bien sûr. Je connais même quelqu'un, je le connais même assez bien, qui est journaliste, qui présente une matinale sur France Info, qui est animateur de jeu, malade. Question pour un champion, je crois, c'est ça qu'il présente, et qui est devenu streamer il y a un mois. Alors tu vois, on peut faire plein de trucs. Faut pas mettre les gens dans les cases en France, on aime bien mettre les gens dans les cases. Faut pas, hein, un peu de liberté, un petit peu de... On peut être passionné par plusieurs trucs, voilà. Ouais, pour être journaliste scientifique, c'est même l'idéal, me dit quelqu'un dans le chat, pardon, ça va trop vite, j'ai pas pu noter le pseudo. Ou alors c'est moi qui vais pas assez vite ce matin. C'est peut-être ça. Bon, ça c'est pour demain matin, 9h30, 11h. Si j'allais vous chercher le lien quand même, je vais essayer de vous trouver ça, d'accord? Je vais vous copier le lien. Quand même. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 2 pages. Je verrai bien Galio. Oh là là, puis j'ai du son, il faut que je coupe ça tout de suite. Voilà, c'est bon. Il y a 2 pages en fait, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Parce qu'il y en a une, c'est pas du tout nous en fait, c'est pas vraiment France TV. Donc c'est pas France Télévisions, c'est France TV. Où est-ce que il est là le hop, j'ai trouvé. Voilà, puis je vous donne ça, puis après on part sur les journaux bien sûr. On n'est pas là pour rigoler quand même. Si en fait on est là pour rigoler d'ailleurs. Tac. Normalement,
Mais c'est un truc de malade, j'arrive à faire des copier-coller maintenant, mais quel ingénieur en informatique. Et si Étoile était là, bon là il dort, hein, je pense à 11h08, il serait super fier de moi. Voilà, X, voilà, c'est ça. Je vérifie quand même que je ne vous colle pas un mauvais lien. Non, c'est bon, parce que quand on clique dessus, maintenant on voit ma tête. Donc c'est ça. Toc, ça. Samuel Etienne vient de poster twitch.tv/France TV. Vous cliquez là-dessus, bim. Demain matin, 9h30, 11h, vous êtes sur le débat avec Damien Mascret. Ça va être super sympa. Hein, c'est pas de la télé, hein. Attention, hein, les amis, hein, c'est pas la télé qui débarque avec ses grosses chaussures, là, ses gros sabots sur Twitch. Non, c'est des gens à France Télévisions qui trouvent très intéressant ce qui se passe sur les nouveaux écrans, notamment sur Twitch, et qui viennent faire un stream. Hein. C'est pas une émission de télé, on va pas arriver là, avec le grand décor qui va bien, tout ça. C'est à la cool, petite table, un ordi, une caméra, et surtout le chat. Parce que c'est ça, la spécificité de ce rendez-vous et que moi j'adore. Que vous dire encore? Bah, rien, je crois qu'on est prêt. Qu'est-ce que je... Si, bonjour. D'où êtes-vous? Bonjour à tous, Samuel de Paris. Et vous êtes d'où ce matin? On fait un petit tour du monde? Vous m'emmenez où? Alors j'ai vu un bonjour de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, parce qu'on nous regarde de là-bas. Cannes, Nancy, Toulouse, c'est parti, bonjour à tous. Manille, c'est vrai? Génial, les Philippines. Oh là, mais ça va trop vite, mais vous êtes combien ce matin? Auxerre, Nancy, Grenoble, Angers, Le Mans, Vannes, de Sète, c'est joli Sète aussi. Bruxelles, salut les amis belges. De Brest, de Nantes, de Bordeaux, mais il y a l'Ouest est vachement représenté là. Bordeaux, encore l'Ouest, La Rochelle, encore l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où à l'Est là? Montpellier, Troyes, Rennes, Lyon, ça y est, on repart un peu à l'est. Ok, Le Havre, Clermont-Ferrand, Bordeaux, mais j'ai l'impression que l'Ouest est super représenté. Besançon, les amis byzantins sont là, salut. Luçon, Montbéliard, ça y est, c'est parti. Strasbourg, Chartres, bonjour de Provence, bonjour de mon petit placard ici. Montréal, la classe, j'ai toujours rêvé d'aller à Montréal. Monaco, trop chic. Cergy, salut les amis de Cergy. Saint-Nazaire, Rouen, bonjour du Maroc, mon pays préféré après la France. Qu'est-ce que c'est beau chez vous. Ozoir-la-Ferrière, je ne sais pas où c'est, mais c'est super sympa. Bonjour de Guingamp, bonjour d'Annecy, bonjour de Belgique encore, super. Bonjour de Biarritz, ça y est. Brisbane, c'est en Australie ça. Brisbane, en Australie ça, vérification. Brisbane d'ailleurs peut-être, excusez-moi. Ah oui, c'est en Australie ça, à quelle heure il est? Alors, heure à Brisbane, il est... Ah non, il est 20h11, donc ouais, super. Alors, amis australiens, voilà, un pays que j'ai un peu sillonné quand j'étais jeune, quand j'étais un routard. Waouh, qu'est-ce que c'est cool l'Australie. Si vous avez un jour la chance d'aller en Australie, prévoyez un petit peu, hein, parce que c'est pas tout petit là-bas, hein. C'est un pays qui a la taille d'un continent, et vraiment ça mérite le coup d'œil. Montélimar, salut les Montiliens. Montélimar, je crois que c'est ça. Hein. Tours. Ah, mais Tours en Savoie. Je ne savais pas qu'il y avait un Tours en Savoie. Vous savez, je suis journaliste, moi. C'est cette manie de toujours vérifier les infos. Hein, même quand on me dit, je doute toujours. Alors, Tours en Savoie. Il y a un Tours en Savoie. Exactement. Tours en Savoie. Voilà. Superficie, 15 km². 949 habitants, dont un viewer ce matin. Heure locale, comme à Paris. Bon, merci d'être là, d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, c'est quoi la matinée Étienne? Alors déjà, le jeu de mots, ce jeu de mots de foufou, quoi. La matinée Étienne. Et la vraie blague, c'est qu'en fait, c'est un peu ma matinale, mais c'est surtout la vôtre. Donc c'est la matinée Étienne. C'est pas beau ça. Le concept, c'est la matinée Étienne, c'est... On lit les journaux. Tadam! On lit les journaux. Ah, bon, moi je les ai tous lus déjà pour vous ce matin. Hein. Levé à 2h du matin tous les jours. Hein. Alors pas que pour vous, mais aussi pour France Info. Mais regardez ce que j'ai pour vous. Voilà. Et puis j'en ai sur ma tablette aussi. J'ai lu Le Monde hier soir sur ma tablette. Donc on lit les journaux ensemble, à la cool. Pas tout, hein, sinon on aurait pour plus de 24 heures à chaque fois. On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble. On en débat. Dans un bon esprit. Hein. Vous savez qu'ici dans le chat, il n'y a pas la place pour les mots qui fâchent. Il n'y a pas la place pour... les sexistes, il n'y a pas la place pour les homophobes, il n'y a pas la place pour les racistes, il n'y a pas la place pour les gens qui sont convaincus, tellement convaincus qu'ils ne veulent pas échanger et écouter les idées des autres. Si vous êtes, par mégarde, dans ce camp-là, des gens un peu trop convaincus, un peu trop persuadés d'avoir raison, ce qui pour moi n'est pas une très bonne position intellectuelle, ou encore pire, si voilà, vous êtes excluant dans vos propos, c'est pas, hein, on ne va même pas vous banner, on va vous inviter
à aller vous bagarrer ailleurs. C'est ça l'esprit de la matinée Étienne. Voilà, mais dans les commentaires que je vois vraiment qu'on est dans le FC bienveillance avec vous. Au moment où je le dis, je vois Samuel Drake, très joli prénom Samuel, qui me l'écrit. Le FC humble aussi, ça marche. Est-ce que je lis toutes les pages de chaque journal, me dit ça / Rome, question bête. C'est pas du tout une question bête. Je lis tout. Je lis tout pour pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse, ce qui peut vous intéresser potentiellement. Je lis tout parce que pour savoir ce qui est intéressant, en tout cas ce qui m'intéresse moi, parce que tout est intéressant dans un journal, pour savoir ce qui est intéressant dans un journal, faut tout lire. Alors après, il y a ce qu'on appelle la lecture en diagonale. Hein, vous connaissez, c'est-à-dire c'est une lecture hyper rapide. Moi j'adore lire depuis toujours. C'est pour ça que je suis devenu journaliste, parce que j'adore lire en fait. Je kiffe lire les journaux, et je lis très vite. Et donc, au fil du temps, j'ai développé cette aptitude, je pense, à lire très très vite, et donc je lis en diagonale, et puis mon œil s'arrête sur certains mots, et à un moment ça tilte, et je me dis, ah, je m'arrête là, ça m'intéresse, voilà. Sinon je pourrais pas lire tout ça. Bon, par quoi on pourrait commencer? Donc le programme, en général, on jette un coup d'œil aux unes des journaux nationaux, pour voir une petite promesse, un petit teasing de ce qui va suivre. Ensuite, on va voir la presse en région, pareil, juste les unes, voilà, ensemble, sur ma tablette, pour voir ce qui intéresse un petit peu en région. C'est toujours intéressant de voir les dominantes qui s'imposent. Et puis après, on revient aux journaux nationaux et on rentre dans le détail, avec des histoires toujours passionnantes, des choses éclairantes sur le monde dans lequel on vit, et puis parfois des découvertes. On parle des questions de société, on parle de science, j'ai des trucs de tech pour vous ce matin, vous allez voir. Et puis c'est tout. J'entends, alors je ne sais pas si dans le chat vous l'avez remarqué, mais mon petit ordinateur maison, là, il souffle, la soufflerie est tout près, là, donc il n'est pas très loin du micro, donc parfois, vous entendez ce souffle, c'est pas quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté de moi, je fais pas de l'asthme, c'est mon ordi, voilà, parce que vous êtes super nombreux, vous êtes déjà plus de 7000, et il bosse, voilà, donc bon, de temps en temps il souffle pour s'aérer, et je trouve ça cool. Je vérifie mes DM sur Twitter parce que j'ai envoyé un message très important à mon ami Étoile juste avant le stream pour un projet top secret, voilà, donc je voulais qu'il le lise. Je surveille l'écran du coin de l'œil. Vous entendez rien, il chauffe pas le PC? Tout va bien alors. À quelle heure la pause déjeuner? Comme vous, hein, je sais pas, on verra. Il est 11h16, on est ensemble jusqu'à 12h30 minimum, puis après on verra. En fait, c'est Hélène, mon épouse, qui va décider, puisque j'aime bien manger avec elle, j'en profite, elle est là, donc à un moment, elle va m'envoyer un texto. D'ailleurs, vous savez quoi? Je lui envoie un texto, je lui dis, tu me préviens quand on mange. Parce que l'actualité, c'est important, les journaux, c'est important, mais la famille, c'est juste encore plus important. Tu me dis quand tu veux manger. Le mec qui raconte sa vie. Alors, Hélène me dit quand tu veux manger. C'est elle qui décide de la fin du stream en fait. Hein. Quand tu veux manger. Voilà. Voilà, pim. Voilà, j'ai acheté. Alors, voilà, puis quand je mange super équilibré en plus, moi, j'ai acheté des pizzas. Voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Vous savez que c'est Hélène qui commande à la maison et vous savez que je mange n'importe quoi. C'est bon, c'est validé. On y va? Qu'est-ce qu'on a en une de la presse nationale? Vous vous doutez qu'il y a un petit peu de Joe Biden? Pardon. Investiture, il y a du nouveau président américain. Ça arrive une fois tous les 4 ans, seulement, sauf accident, sauf décès par exemple, sauf destitution. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un président soit destitué. Quand le souffle de la destitution se rapproche, en général, il préfère démissionner, ce qui est arrivé notamment à Richard Nixon. On y va, donc Joe Biden. Le rêve d'unité de Joe Biden, titre Le Figaro. Dans le Figaro, il y a un édito marrant d'ailleurs là-dessus à propos de Joe Biden. L'éditorialiste espère, regardez, qu'il va remettre le monde à l'endroit. Non, pas de pizza hawaïenne, non, pizza ananas, j'ai goûté à dos. Il faudra que je regoute un jour pour voir quand même. Donc le Figaro estime que Joe Biden pourrait être celui qui remettra le monde, en tout cas l'Amérique pour commencer, voir le monde à l'endroit. Sous-entendu, il y a quelqu'un qui l'a mis à l'envers juste avant lui. Mais, suspense. Qui pourrait-ce être? Qui a mis le monde à l'envers juste avant lui? Je ne sais pas. Et puis on a deux choses très intéressantes dans le Figaro qu'on va lire ensemble, je l'espère, qu'on aura le temps. Il y a le cyberchantage
qui cible plein d'entreprises. Hein, je sais pas, voilà, genre hacker, genre attention, je vais tout casser. Dans tes ordis, tu payes une rançon, cyberchantage, mais qui touche aussi des hôpitaux. Donc ça, c'est un peu fâcheux. Et puis, la question de l'anonymat sur Internet. Ça, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Il y a un monsieur qui s'appelle Luc Ferry. Luc Ferry, philosophe, qui a été ministre aussi. Oh là là, ma mémoire me joue des tours. Luc Ferry. Essayiste français, ancien professeur de philosophie, ancien ministre de la jeunesse. Ok, jusque-là, ça va. Et lui, il dit, tiens, il faudrait lever l'anonymat sur Internet. Ouais, c'est sûr, ça, qu'il faudrait lever l'anonymat sur Internet? Je sais pas. Vous savez quoi, on en parlera ensemble, et vous me direz ce que vous en pensez. Je pose le journal sur ma table de son. Si vous avez des bruits bizarres, c'est que je les ai lancés trop fort. Libération, à son tour, consacre une une à la question de l'inceste. Vous savez qu'en France, la parole s'est libérée violemment le week-end dernier, avec la publication sur Twitter de ce hashtag, le hashtag MeTooInceste, libération de la parole, nécessaire, salutaire. Enfin, en France, on commence à essayer de lutter contre ce tabou de l'inceste, hein, qui touche énormément de gens, énormément d'enfance en France. Et la libération a donné la parole justement à des victimes qui appellent à une prise de conscience. Voilà. Parmi ces mots, il y a ceux-ci qui sont mis en une par Libé. La peine infligée à un enfant est inimaginable. Voilà, il y a cette une, et puis il y a aussi un petit billet, mais vraiment sympa, vraiment réussi, signé Frédéric Autran, qui est l'envoyé spécial à Washington de Libération, sur le départ, hein, l'ambiance du départ de Donald Trump. C'est vraiment sympa, vous verrez. C'est assez croustillant, assez sympa à lire. Après Libération, l'Humanité. Ah ouais, ça c'est un scoop, comme on dit dans notre jargon. Ah, sur la photo, c'est qui de Libération, en fait, c'est un adulte qui a été victime de l'inceste. Voilà, c'est un des témoins de Libération. Voilà. Il y a des questions, j'essaie d'y répondre quand je les vois, parce que ça va vite, hein, dans le chat. Ça, c'est ce qu'on appelle un scoop dans notre jargon. Hein, c'est vraiment un truc de l'humain. Vous allez comprendre, l'humanité, le rapport. Choc. Choc contre quoi? Contre les conditions de travail chez Amazon. Vous connaissez Amazon, hein, le géant de la livraison, là, du commerce en ligne. Alors il y a une enquête qui ne devrait sortir que demain. Hein, c'est une expertise réalisée par un cabinet indépendant sur les conditions de travail d'Amazon en France. Elle ne sera présentée que demain au comité social et économique central de l'entreprise. Mais, l'UMA a eu accès à ce rapport. Hein. Amazon, j'avais pas vu le titre de l'édito. Amazon, l'emploi en carton. C'est pas mal ça. Depuis quelques jours, j'adore le bruit des journaux. Depuis quelques jours, j'ai rajouté un son dans ma table de son que je vais chercher tout de suite. Paf. Ouais, ok. Donc, quand il y a un bon titre comme ça, je dis attention, alerte bon titre. Il est où mon alerte bon titre? Il est là. Vous bouchez-vous les oreilles parce que il est un peu violent. Un petit peu fort là. Ouais, je sais, elle est dure. Hein, mais c'est vraiment pour attirer votre attention, pour ceux qui sommeillent un petit peu en cette fin de matinée, quand il y a un bon titre comme celui-ci, un emploi en carton chez Amazon, c'est cool, non? Voilà. Amazon, les conditions de travail insupportables, c'est dans l'humanité. Benjamin Stora, c'est Benjamin son prénom, hein, historien. Ouais. Benjamin Stora, c'est lui ici, vient de rendre un rapport, c'est vraiment passionnant. Un rapport sur les enjeux mémoriaux de la colonisation et la guerre d'Algérie. Il a été remis hier au président Macron. Et on lira un petit peu la substantifique moelle de ce rapport et les propositions pour comment dire, par rapport à cet héritage un peu de tabou. Lui aussi, on parlait de tabou à l'instant. En France, on progresse un petit peu sur le poids de cette histoire, la colonisation, l'Algérie. Et puis nos rapports aussi entre la France et l'Algérie. C'est un rapport extrêmement intéressant. La question est de voir ce qui va en sortir. Et puis l'UMA nous dit que la vitamine D, ça pourrait être sympa contre le Covid. On verra ça ensemble aussi. Alors, l'humanité nous a révélé des secrets à l'instant, hein, les secrets de cette enquête confidentielle qui ne devrait sortir que demain sur les conditions de travail à Amazon. Décidément, on est très secret ce matin, parce qu'il y a quelque chose qui est très secret aussi. Je vois qu'il y a des témoignages chez Amazon qui sont très intéressants là. J'ai bossé chez Amazon en tant que cadre. Les cadres là-bas sont plutôt dans le déni par rapport aux conditions de travail de leurs collègues des entrepôts. Ils s'en foutent globalement. Intéressant ça. Il y a un débat sur Amazon. Voilà, la question de savoir si c'est
si c'est vraiment si difficile que ça ou pas. Très intéressant, on en parlera tout à l'heure. Donc, le mystère du Conseil de défense. Le Conseil de défense, donc, s'est réuni à l'initiative du président de la République. J'ai révisé un peu ça ce matin parce que c'était pas très très clair dans ma tête. Et bon, en général, c'est réuni pour des questions militaires, Conseil de défense. Sauf que là, comme le président Macron a décrété qu'on était en guerre contre le Covid-19, eh bien, c'est là qu'il réunit finalement les ministres et les experts de la santé régulièrement pour faire le point sur la crise sanitaire en France. C'est un petit peu dénoncé, voire beaucoup, par une partie de l'opposition qui dit que c'est pas très démocratique ça, parce que c'est secret. Ce qui se passe au Conseil de défense reste au Conseil de défense. Voilà. Et le Parisien a eu le droit eh bien, d'assister au dernier Conseil de défense, donc dans le secret du Conseil de défense. C'est vachement intéressant. Hein, voilà. Et puis, un petit point dans le Parisien sur cette situation si difficile pour les étudiants en France. Cours à distance, la galère, c'est le titre de cet article. J'espère qu'on pourra le lire. Je dis beaucoup j'espère ce matin parce que quand je vois la matière que j'ai, et comme je deviens de plus en plus bavard, de moins en moins j'ai le temps de tout vous lire. Ah ouais, ça c'est super fort. Ça, c'est super fort. Ça, il faut absolument le lire ce matin. Achetez-le, même si vous avez l'occasion. C'est tellement fort. La Croix, au nom des migrants disparus. Chaque année, des migrants meurent, on le sait ça, en tentant de gagner le Royaume-Uni, hein, depuis Calais. Et à Calais, alors parfois c'est en se noyant, hein, parfois ils tombent d'un camion, voilà. C'est dramatique. À Calais, des associations recherchent les identités, en fait, de ces migrants qui meurent comme ça, là, et contactent leur famille. C'est juste un travail formidable. Le reportage, il est tellement fort, tellement touchant de ces gens qui donnent de leur temps pour informer finalement des familles en Afrique, au Moyen-Orient, et bien qu'un de leurs proches est décédé, alors que souvent il n'y a pas de papier et tout. C'est un travail incroyable. Je voudrais le partager avec vous ce matin. Est-ce qu'on va vers un troisième confinement? La question qui fâche. C'est pas cool ça, hein? Ah non, on nous a vendu le couvre-feu à 18h en nous disant c'est pour éviter le troisième confinement, mais certains sont persuadés qu'on ne va pas y échapper au troisième confinement. Désolé, j'ai des mauvaises nouvelles. Allez, c'est pas sûr encore. En tout cas, on lira ça dans les Échos. Et puis on verra que dans les Échos, certains estiment que l'Amérique, les États-Unis sont devenus l'épicentre de l'instabilité mondiale. Waouh, quand même, hein. Ouais. Je vois que certains expliquent le F dans le chat. Merci à vous de mettre les petits nouveaux au courant de certains raccourcis clavier comme le F, hein, pour cet hommage que vous rendiez à l'instant. Moi j'ai appris ça il y a quelques mois seulement. Je fais le malin, mais oh là là, Hélène qui veut manger vers 12h30. Ouais, 12h30 ça. On dit 12h30 midi 30, elle me dit. Ouais, 12h30. Ah, 12h30, ok. Je valide 12h30 pour déjeuner. Ah, ou après, comme tu veux. Allez, on dit 12h30, parce que bon. Et après, il faut que je reparte à France Télévisions. Voilà. Hop, 12h30 deal. Avec un petit cœur. Voilà. Paf. Bon, alors je me dépêche, puisqu'il nous reste qu'1h04. C'est parti, let's go. L'opinion, qui nous parle des régionales, c'est très compliqué pour la majorité, hein, la République En Marche. Ils sont quand même pris des cartons aux dernières élections. Il y a eu la présidentielle, mais alors après toutes les élections intermédiaires, comme on dit, ça a été très compliqué. Donc là, équation impossible pour les régionales, c'est le constat de l'opinion. Ce matin, on en parlera aussi. Je reviens aux Échos. Ah là là, ça c'est top aussi. C'est les mariages en période de crise sanitaire. C'est tellement perturbé. La plupart des mariages en France sont reportés. On n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de... Alors certains tentent quand même parfois l'aventure. Ça fait des mariages un petit peu bizarres, c'est-à-dire en termes d'ambiance. Certains se marient même sur Zoom. Sur Zoom? Ouais, c'est incroyable. Vous verrez, il y a des trucs assez étonnants, c'est dans les Échos. C'est marrant parce que regardez, les Échos, hein, c'est peut-être pas un journal que vous allez acheter demain parce que vous allez vous dire, oh là là, la vie économique, la vie des entreprises. Oh là, mais détrompez-vous. Moi, je suis pas du tout un spécialiste. Ma mère se marie ce samedi, on sera 6. Bah voilà. C'est particulier quand même. Et à ta maman, dis-lui un joyeux mariage de ma part. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, les Échos, hein, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'économie, on peut se dire, oh là là, mais non, mais moi ça ne m'intéresse pas l'économie, la vie des entreprises. Moi je ne suis pas du tout spécialiste en éco et je me régale tous les jours avec les Échos parce que ça parle de plein de trucs. En fait, l'économie, elle est partout. Donc ça parle de culture, ça parle de science, ça parle de mariage. Donc de temps en temps, achetez les Échos pour voir. Voilà, promenez-vous dans les Échos.
Vous allez vous régaler en fait, vous allez vous régaler. C'est beaucoup plus accessible que vous pensez. On parlera de tech, hop, de technologie avec le Figaro et vous. Le supplément un petit peu culture et sciences du Figaro, c'est les derniers objets qui ont été présentés, vous savez, à Las Vegas, au CES, au Consumer Electronic Show. Hein. C'est un petit peu en général la technologie de demain qui est présentée là-bas, notamment pour l'électronique grand public. On verra ce qui nous attend. Et puis ça, je vous en parlerai pas. Parce que je ne les ai pas lus encore, j'ai pas eu le temps. Peut-être demain, peut-être après-demain, c'est les derniers hebdos, derniers magazines qui sont sortis, par exemple l'Obs, les enfants de la pitié. Pop, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, mais je vais le lire. L'Express, l'islamisme au scanner. Ok, je le mets de côté. Et le dernier Paris Match. Il y a toujours des belles choses dans Paris Match. Là, on a notamment un hommage à Jean-Pierre Bacry, le doux râleur, 1951-2021, pour évoquer la mort de Bacry il y a quelques jours. On s'est passé 2 minutes 30, je crois, des meilleures répliques de Bacry. On s'est régalé. Hey, eh ben, voilà pour les unes de la presse nationale. Donc, je remets mes journaux à peu près dans l'ordre. À peu près. Voilà. Hop, voilà. On va aller voir la presse régionale aussi. Et puis, à un moment, peut-être qu'on aura le temps d'aller voir Le Monde aussi. Puisque la veille au soir, je lis Le Monde pour vous. Et là aussi, j'en retiens quelque chose. Alors, il est où Le Monde? Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en une du Monde? Attention, suspense. Est-ce que j'ai réussi à connecter correctement? Salut à ceux qui nous rejoignent. Vous n'êtes pas en retard puisque je viens de présenter seulement les unes. On va rentrer dans le dur, là. Est-ce que j'ai réussi à connecter ma tablette correctement aujourd'hui? Suspense. 3, 2, 1, tablette, affiche-toi. J'ai pris un peu ma voix d'Olivier Mine dans Fort Boyard quand il annonce des trucs là. Tablette, affiche-toi. Genre, j'ai fait un peu Felindra, tête de tigre. Hein, un petit peu. Hein. Ah non, j'aurais dû faire Felindra, tête de tigre. C'est un peu ça. Tête de tigre. Un truc comme ça, un petit peu comme ça. J'aurais dû dire tablette. Allume-toi. Ouais, je fais très mal Olivier Mine, je m'en rends compte maintenant. Pas terrible. Donc, Covid, la France débordée par la ruée sur les vaccins, je vous apprends rien. C'est la une du Monde. Un petit reportage en une sur Biden et Trump. Transition hostile. Ouais, c'est moins que l'on puisse dire. Ceux qui disent tête de chibre, on lui dire tête de tigre. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Un truc de dingue en Thaïlande. C'est sympa la Thaïlande, hein, les voyages en Thaïlande, le tourisme, les plages, tout ça c'est super. En Thaïlande, 43 ans de prison pour une femme pour crime de lèse-majesté. Voilà, juste, elle a dit un truc qu'il fallait pas sur le roi. 43 ans de prison. Et encore parce qu'elle a plaidé coupable. Sinon c'était double. 86 ans. Truc de malade. On le lira dans Le Monde. Les profs font de la résistance. On ira à Lorient voir qu'il y a une professeure qui en avait marre du distanciel, tout ça, qui, contre les directives données par son ministère et son recteur, a fait un cours en présentiel avec ses étudiants en faisant attention aux mesures sanitaires. C'est un peu une rebelle, c'est un peu une résistante, c'est un peu on fait taper sur les doigts. On ira la voir, cette dame. Voilà pour Le Monde. Tac. Et on va aller voir maintenant la presse en région que je vous affiche. Et hop là, oh là là, cette dextérité de la souris de folie. Les unes de la presse en région, on va essayer de pas trop être long, puisque dans une heure je vous quitte. Une heure ça semble long, et quand on voit tout ce que j'ai à vous dire, c'est pas long du tout. Mais, puisqu'on parle depuis presque une demi-heure, la tradition de la demi-heure, c'est, les habitués le savent, j'attends de voir le mot magique dans le chat pour lancer la musique du... Qu'est-ce que je lance là? La musique du café. Bien joué, c'est parti. Et vous aussi, vous avez le droit de prendre un petit café ou un autre, ce que vous voulez. Bon, alors si vous nous rejoignez pour la première fois dans la matinée, Étienne, il y a des petites pauses café comme ça de temps en temps. J'ai mon thermos, ce petit mélange magique de café, de lait, de sucre, parfois de sirop parfumé, mais quelle folie, c'est mon carburant. Voilà. Ah, ça fait tellement du bien. On y va pour la presse en région. Qu'est-ce qu'on a? Allez,
on a en général beaucoup de crises sanitaires. Je parie sur beaucoup de crises sanitaires et beaucoup de Biden. Alors, on commence par ça. J'ai encore gagné la une de l'Alsace, président de tous les Américains. C'est comme ça que Joe Biden, donc ce nouveau président démocrate qui a succédé à Donald Trump, pour ceux qui étaient cachés dans une grotte ces 4 dernières années, qui se veut le président de tous les Américains. C'est pas tout à fait comme ça que voyait son prédécesseur, qui était plutôt le président d'abord de lui et puis de son camp. Alors lui se veut, on vérifiera quand même si c'est vraiment le cas, le président de tous les Américains. C'est la une de l'Alsace. Tiens, c'est bien ça. Il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité. Allez, saluons cette bonne nouvelle, le rebond des libraires dont nous parle le Berry républicain. De quoi s'agit-il? D'accord. Après un bel été et un mois de décembre exceptionnel, les librairies du Cher sauvent pour l'instant leur avenir. C'est cool ça. On en avait déjà parlé. Effectivement, après la fermeture des commerces, là, après le premier confinement, les gens se sont rués dans les librairies après. Et en fait, paradoxalement, bien, ce sont des commerces aujourd'hui qui voilà, sont plutôt épargnés par la crise sanitaire. Je dis tant mieux. C'est peut-être aussi, on est peut-être un petit peu dans l'exception culturelle française, de la passion pour les livres et la lecture. Moi, je dis bravo. Je dis même ça. Ça, c'est pour les libraires. C'est un beau métier quand même, une vie parmi les livres. On tourne la page, littéralement, on tourne la page de la presse quotidienne pour arriver à la Charente Libre, qui pense qu'effectivement, on a un président là qui va lui aussi tourner la page aux États-Unis. Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans le chat, qui veut tourner la page. Joe Biden, bien sûr, qui va essayer de réconcilier ces deux Amériques qui aujourd'hui sont très séparées, très divisées. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le dessin de Xavier Gorce dans Le Monde, là, qui a fait une sacrée polémique. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué encore, ça. Si on a un petit peu de temps, je vais essayer. Alors, je ne peux pas rebondir sur toutes les questions dans le chat parce qu'elles sont toutes pertinentes. C'est Chaud Carantine qui m'a posé la question. Vas-tu évoquer le cas de Xavier Gorce, l'ex-dessinateur du Monde? Oui, ex, parce qu'il est parti. C'est intéressant parce que ça pose la question de la liberté. Parce que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté du dessinateur. Et là, ils n'étaient pas d'accord sur ce dessin qui a pu choquer certains, et puis d'autres ont dit bah non, c'est de l'humour. Voilà, c'est un débat intéressant. Si j'ai le temps, on essaiera d'aller voir ce dessin et puis de vous demander ce que vous en pensez. C'est une très bonne idée. Merci de me l'avoir rappelé. On continue avec la presse en région. Ah oui, voilà. Ça c'est très bien parce que les médias vraiment s'intéressent vraiment beaucoup maintenant à la situation des étudiants, ce qui peut mettre un peu la pression peut-être sur nos gouvernants pour essayer d'arranger les choses, pour la situation extrêmement difficile. Ils sont isolés, déprimés, le SOS des étudiants, titre ici le Courrier de l'Ouest. Un nouveau départ pour l'Amérique. Je vous avais dit, je ne me suis pas trompé, c'est Biden et crise sanitaire à la une de vos journaux. Un nouveau départ pour l'Amérique, c'est la une du Courrier Picard. Très bien, la page est tournée. Ah oui, d'accord, c'est la même idée, la une du Dauphiné libéré. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui encore? Ah ouais, crise sanitaire, mais côté le FC étudiant est dans la place. Ouais, je pense bien fort à vous, vous savez, parce que je sais que c'est super compliqué, à tel point que j'envisage de faire dans les prochains jours peut-être une émission spéciale sur Twitch, voilà, peut-être en prenant des appels en direct, une espèce de libre antenne, une libre Étienne, pour que vous puissiez... Je suis sur Zoom là en cours, mais t'es pas vraiment en cours alors. Une espèce de libre antenne pour vous donner la parole, pour que vous me disiez ce qui va pas, comment c'est éventuellement compliqué, ou si ça va, et éventuellement, pour essayer d'être positif, quelle solution on pourrait souffler au pouvoir pour arranger les choses. Voilà, je travaille là-dessus, j'espère que je vais pouvoir l'organiser dans pas trop longtemps. Voilà, il faut que je vois si techniquement c'est possible. Là, c'est les conséquences économiques de la crise sanitaire. La décision est tombée hier en conseil de défense d'ailleurs, ce conseil de défense que j'évoquais tout à l'heure. Les remontées mécaniques sport d'hiver vont pas rouvrir là au 1er février. Donc c'est le scénario catastrophe, comme le dit la dépêche du midi ici, que redoutaient les stations de ski. Pensez aussi pour tous les professionnels de la montagne, c'est chaud. On va vers une saison blanche. C'est pas un jeu de mots avec la neige, saison blanche, c'est-à-dire que ça va être une saison presque pourrie. Où j'en suis On pose des questions sur les animés que je regarde, je vous dirai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore? Un président normal, c'est vrai qu'il est plus classique que le précédent. C'est drôle parce qu'un président normal, c'est ce qu'on disait de François Hollande. Et ça lui a pas
forcément porté chance, notre président François Hollande, et c'est un peu les mêmes mots qui reviennent avec Biden, ici à la une de l'Est éclair. La démocratie l'a emporté, ça ce sont certains des mots de Joe Biden, peut-être un petit message à son prédécesseur, puisque Donald Trump est quand même persuadé d'avoir gagné l'élection, on va le rappeler. Et c'est partisan aussi. Moi je sais qu'il y a quelques semaines, quand j'ai annoncé sur France Info, puisque tous les médias américains donnaient la victoire de Biden, donc à un moment on a fini par annoncer aussi la victoire de Biden quand il a semblé que dans les urnes c'était gagné, quoi, quand on était sûr que ça allait se... Et j'ai reçu un message en DM sur Twitter, vous ferez moins le malin. C'était même pas un DM, d'ailleurs c'était public. Vous ferez moins le malin quand dans quelques semaines vous annoncerez la victoire de Trump. Alors, j'ai gardé le message de côté en me disant, tiens, je le ressortirai plus tard, pour rigoler. Et puis en fait, après, je me suis dit, mais c'est pas très chrétien, c'est pas très gentil, ça. Et donc, je l'ai pas ressorti. Voilà. Mais pour vous dire que les partisans de Trump, eux, étaient persuadés, et sont toujours d'ailleurs persuadés peut-être qu'il a gagné. Il a accepté la défaite, ai-je vu peut-être. Il a accepté sa défaite, il faut arrêter. Lucas, donc... Oui, alors il a dit ces mots. Et en même temps, beaucoup d'observateurs ont eu le sentiment qu'il acceptait... il acceptait pas. Il acceptait sans jamais prononcer le nom de Biden. Il a jamais prononcé le nom de son successeur dans ses discours. Voilà. Donc c'est très particulier. Il a refusé d'assister à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, ce qui n'est pas arrivé depuis 150 ans. Voilà. Donc il a accepté sa défaite. Dans sa tête, je crois. Je suis pas sûr. D'ailleurs, il a dit qu'il allait revenir dans pas longtemps, dans ses derniers mots. Je vous lirai un petit billet là-dessus, d'ailleurs, sur son départ, qui illustre un petit peu le personnage, quand même. Parfois, je tombe sur des trucs. La Gazette de Montpellier. Attention, les sangliers vont peut-être envahir la métropole. Bon, si ça arrive, si Montpellier se réveille un jour envahi par des hordes de sangliers, des hordes, on va dire des centaines, des milliers de sangliers. Promis, je vous en parlerai. Continue avec la presse en région. Ouais, la place du vélo en ville, ok, d'accord. Quand la vie s'arrête à 18h, bah oui, je sais, oui. À 18h, rideau pour les commerçants. Là, on n'apprend rien, on continue. Ah oui, le journal de La Réunion se penche aussi sur ça, bien sûr. Parce que il y a 2 jours, on a appris que finalement les masques en tissu qu'on nous a recommandés à une époque, a priori non, on les recommande plus, ça ne suffit plus, en tout cas pas s'ils respectent certaines normes, et on nous conseille plutôt de passer à minima aux masques chirurgicaux, d'où ce titre du journal de La Réunion, le GIR, le tissu ne suffit plus. Je ne sais pas ce que vous portez comme masque, mais a priori on n'a plus le droit. Il n'est pas recommandé de porter les masques en tissu insuffisamment protecteurs, notamment vis-à-vis des fameux variants. Le variant britannique, qui est, selon les derniers chiffres officiels, a atteint au moins 60 pays dans le monde et qui se transmet beaucoup plus facilement. À propos de la crise sanitaire, regardez cette une qui est vachement intéressante. C'est Stop en Saône-et-Loire. À quand les abonnements pour la chaîne ? Je sais pas. On verra. Stop en Saône-et-Loire. Alors ça, c'est dingue. Dans ce département, c'est le journal de Saône-et-Loire d'ailleurs, dans ce département, on ne prend plus de rendez-vous pour se faire vacciner. Les seniors de plus de 75 ans, là, qui appellent en Saône-et-Loire, on leur dit on ne prend pas vos appels, on ne prend pas les rendez-vous, il n'y a pas assez de vaccins. Bon, alors on a toujours cette polémique sur l'insuffisance des doses en France. En Saône-et-Loire, on ne prend plus de rendez-vous, tout simplement. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Celle-ci était vraiment intéressante. J'avais pas vu. Ça, c'est un quotidien que je ne connais pas, Les Sables, Vendée Journal, qui nous parle du Vendée Globe, vous savez, cette course du monde à la voile en solitaire, qui a lieu tous les 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Que d'incertitudes, oui, parce que rarement une édition a été aussi disputée. À ce jour, c'est très difficile de savoir qui pourrait l'emporter, c'est extrêmement serré. Et moi, je ne suis pas passionné de voile, je ne connais pas grand-chose, mais vraiment, cette édition, je l'ai trouvée très, très belle. Alors... vaccination des seniors, c'est parti, le journal du Pays Lyonnais. Ouais, quand il y a des vaccins, d'accord. Le calme après la tempête, tiens, elle est belle cette une. Libération Champagne, le calme après la tempête. Donc le calme, ce serait Biden et la tempête, ce serait Trump. On va pas se mentir, parce que j'ai vu que certains tout à l'heure soutenaient un petit peu Donald Trump. Il y a un tropisme en France.
il y a un tropisme dans les pays européens où, historiquement, on est plus attiré par les présidents démocrates, Obama, Clinton, voilà. Il y a une espèce de tropisme intellectuel en France où voilà, on a plus de mansuétude, de compréhension vis-à-vis des présidents démocrates que des présidents républicains. Sauf certains grands présidents républicains qui ont marqué un petit peu aussi l'opinion publique en France. Voilà. Donc là, ça fait pas exception. Donc il y a cette espèce de sympathie un peu plus immédiate pour les présidents démocrates. Après, ce président républicain était si particulier que c'est vrai que l'opinion, en tout cas des médias internationaux, lui était pas très favorable. On continue. Après ce petit pas de côté, qu'est-ce qui serait intéressant de vous signaler? Good luck, souhaite le Midi. Vous voyez ce tropisme. Hein, je ne suis pas sûr qu'il y a 4 ans, le Midi Libre avait dit good luck à Trump, par exemple. Voilà. Peut-être parce que les journaux pressentaient que ça allait être un peu compliqué. Mais en tout cas, là, il y a un good luck à Joe Biden. Oh, c'est mignon, ça, j'aime bien voir la presse jeunesse. C'est un avec quotidien, très bon journal pour les 10-13 ans. Hein 10 idées fausses sur les requins. Voilà. Interview d'un expert à l'occasion de la sortie d'un livre. Moi, je pourrais le lire. J'irai jamais me baigner à côté d'une de ces bêtes-là quand même. Ah, attention, vous êtes prêts pour une alerte très bon titre? Prêts? Attention les oreilles. Ta-ta-ta. Trop fort. Les stations remontées. Hein, les remontées mécaniques vont rester fermées le 1er février. Hein, il n'y a pas eu le feu vert du Conseil de défense. Donc les stations sont remontées. Elles sont en colère. Hein, ça valait bien ça? C'est beau ça. Joli titre de Nice Matin que je n'avais pas vu encore. Mention très mal. Pas mal ça, pas mal. Mention très mal sur le malaise étudiant. Hein. Ils ne savent pas s'ils vont avoir des mentions cette année. En tout cas, c'est la mention très mal pour l'instant. Voilà. Ils en pleurent, ils en rient, ils racontent. Témoignage dans Nice Matin, et je l'espère, témoignage bientôt sur Twitch, dans la chaîne de Samuel Etienne. C'est moi. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que je pourrais vous signaler en une de la presse en région? Ouais. À la une de Ouest France, Biden s'engage à réconcilier l'Amérique. On jugera sur pièce, on verra. Ouais. Je vous lis pas tout parce que sinon on n'aura pas le temps de voir la presse nationale. Oui, d'accord. Ah oui, tiens, on parle des étudiants. Mais pour les lycéens aussi, il y a des inquiétudes là, pour le bac. Hein, comment il va se passer? En plus, on est en pleine réforme, si je ne dis pas de bêtises là. Hein, avec l'arrivée des euros là. Des euros pour cette année. Donc comment vont se passer ces euros? Hein, il va y avoir des euros là. Pour le bac avec la réforme. Comment vont se passer ces euros si on est toujours en crise sanitaire? C'est une vraie question. L'inconnu du bac. Titre, vous le voyez, le populaire du centre. Ok. L'actualité n'est pas très très souriante, mais la Provence arrive à en sourire un petit peu. Les soucis des stations de ski. Quand te reverrai-je? Quand te reverrai-je? Pays merveilleux où tous ceux qui s'aiment vivent à deux. Magnifique. C'est la une de la Provence donc, qui se demande quand on va pouvoir revoir les stations de ski pouvoir fonctionner correctement. Un jour nouveau se lève le républicain lorrain. Alors, ce n'est pas les mots du républicain lorrain, ce sont les mots de Biden qui estime qu'un jour nouveau se lève. Beaucoup de une, vous le voyez sur Joe Biden. Bon, ça va se calmer à partir de demain. L'investiture était hier. Vous avez peut-être assisté d'ailleurs à l'investiture hier. C'était à 18h heure de Paris. Pile poil pour l'investiture, la prestation de serment, la main sur la Bible, tout ça. On est aux États-Unis. Et vous avez peut-être pu la suivre en direct sur une super chaîne info que je vous recommande qui s'appelle France Info sur le canal 27 de la TNT. Encore une sur l'Amérique de Joe Biden. Quelle sera cette Amérique? Réconciliée, apaisée ou pas? On verra. C'est la une de Sud-Ouest. L'autre quotidien breton à part Ouest France se penche lui aussi sur Biden qui tourne la page Trump. C'est la une du Télégramme. Ça, on a déjà vu cette une, d'accord. Ok, et je crois qu'on arrive à la fin de ce que je voulais vous montrer. Elle est drôle.
Allez, je vous casse pas les oreilles, je vous mets pas mon alerte joli titre, mais il est pas mal celui-ci. 17h50, le coup de feu avant le couvre-feu, bah, c'est le fait que comme à 18h on est censé être rentré chez nous, eh bien à 17h50 dans les commerces, notamment les commerces de bouche, les supermarchés, c'est juste dingue au quotidien. Moi c'est le conseil que je donne depuis quelques jours. Évitez les commerces quand même à partir de 17h30 là, si vous pouvez, pour faire vos courses. C'est pas l'idée du siècle. Voilà pour ce petit coup d'œil à la presse en région. Bon, on a vu qu'il y a deux... je vous montre Météo France, c'est important. Tiens, monsieur, je vous fais un point météo. Allez, je vous fais un point météo. On dit, oh là là, c'est quoi ça? Ouh, j'ai bien fait, les amis, regardez ça. Ah oui, ce matin, c'était pas du tout ça. Ce matin, on avait un petit peu de... Sur le nord et sur le sud-est, ça allait à peu près. Et là, oui, ça, regardez, ce qui vous attend cet après-midi. Moi, je serais vous, je resterais enfermé, hein, franchement. Même si on est pas mal enfermé depuis quelques mois, là, regardez. Du gris, de la pluie, quasiment pour tout le monde. À l'ouest, vous avez des orages. Voilà. Par contre, le vent, c'est un petit peu calmé. Ouais, oh, pauvre Corse coupée en deux, j'ai vu dans le chat. Mais pas du tout, regarde. Qui a dit ça? Mais la Corse, je te la coupe pas en deux, moi. Je te la mets là, la Corse. Elle est belle. J'adore. C'est tellement beau. Si, j'ai découvert la Corse super tard, il y a 4-5 ans. J'étais jamais allé en Corse. Jamais. Les Bretons, ils vont pas beaucoup en Corse. Ils ont déjà la mer et tout. Et je connaissais pas la Corse. Et puis, un peu par hasard, je suis allé en Corse. Mais j'ai passé 3 semaines à me dire, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est dingue la Corse en fait. Mais tout est beau. Le littoral est beau. Il est préservé. C'est magnifique. L'intérieur des terres est beau. C'est dingue. C'est vert. J'ai passé 3 semaines à dire que c'était beau. Et puis maintenant, j'y vais tous les étés. Et puis je passe mon été à dire qu'est-ce que c'est beau la Corse. Et je dis à mon papa, mais qu'est-ce que c'est beau la Corse. Puis je dis à Hélène, mais qu'est-ce que c'est beau la Corse. Enfin, tous les gens, je saoule tous les gens avec ça. Et les gens sont super sympas. Voilà. Je fais un peu là. Non, je suis jamais allé en Suisse, pas encore. Mais c'est un projet aussi. Voilà. Ce petit point météo finalement n'était pas inintéressant. Paf. Ouais, je suis breton et je valide la Corse. C'est magnifique. Ça nous fait 2 points communs. Si en plus t'es motard et tatoué, ça nous fait plein de points communs. Si en plus tu fais une revue de presse sur Twitch, alors là, faut qu'on parle. On va voir la presse nationale. Allez, c'est parti. Tac. On va commencer par Le Monde, mais d'abord un café. Très rapide, très rapide, désolé. Très rapide, toute petite musique de café. Je dis merci à la vie, je lui dis merci. Non, ça c'est Edouard Baird. Je danse la vie, je ne suis qu'amour. C'est Edouard Baird, je kiffe Edouard Baird. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. J'adore, je kiffe. Non, je voulais vous envoyer la musique du café, c'est parti. Café. Je coupe mon micro à cause des glou-glou, j'arrive. Tac. J'ai vu une question dans le chat, est-ce que je suis tatoué? Oui, bien sûr que je suis tatoué. Ça se voit pas parce qu'ils sont cachés. Ils sont socialement cachés. Ah, le son était un petit peu bas, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un truc pour moi, c'est mon jardin secret, c'est mon kiff à moi, c'est mon talisman, c'est ma protection, c'est mon truc à moi. Et donc quand je suis en t-shirt, on ne voit rien. Mais je kiffe le tatouage, j'adore ça. Trêve d'autosatisfaction et parlons de Joe Biden. Je vous ai montré la une tout à l'heure, alors on attaque directement l'édito Le Monde à l'endroit de Philippe Gély à propos de Biden. Je vous lis ces quelques mots, je trouvais l'édito plutôt bien pensé. L'Amérique affectionne ses nouveaux départs, symbolisés par des investitures présidentielles solennellement mises en scène. Généralement, la planète assiste à ce folklore politique avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Cette fois, on entend de partout un soupir de soulagement et un autre son de cloche. Après le monde à l'envers de Donald Trump, où les régimes brutaux étaient choyés et les démocraties rudoyées, Joe Biden promet de remettre le monde à l'endroit, le retour d'un dialogue multilatéral, la promotion de valeurs distinguant entre bons et méchants. Nous allons refaire des États-Unis la plus grande force du bien dans le monde, a lancé hier Joe Biden, écrit Le Figaro. L'Amérique revient en première ligne, renchérit le chef de sa diplomatie, Anthony Blinken. L'Europe se réjouit, elle, d'avoir à nouveau un ami à la Maison-Blanche, impatiente de sceller avec lui un nouveau pacte fondateur de la relation transatlantique. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et d'espoir quand même, notamment en Europe vis-à-vis de ce nouveau président. Il s'agirait de ne pas être déçu, parce qu'il faut rappeler que le président des États-Unis, c'est d'abord le président
des États-Unis et des intérêts américains, voilà, notamment en matière économique. Donc il y a des attentes, il ne faudrait pas que ces attentes soient déçues. Voilà. Dans le Figaro, on reparlera de Biden, 2 articles que je vous signale. Le développement, la hausse du cyberchantage, des pirates, comme on dit, des hackers, qui s'immiscent dans le système informatique d'une entreprise plutôt riche, et puis chantage, si vous voulez remettre la main sur votre système informatique, le contrôler à nouveau, rançon, tout simplement, et puis si l'entreprise est importante, ça peut être en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Il y en a eu, il n'y en a pas eu 1000, mais il y a eu notamment des cyberchantages d'hôpitaux en France, c'est quand même dingue. Depuis 2019, les attaques ont rançongiciel, c'est le néologisme. Oui, bravo, Sir Godot l'avait. Les rançongiciels frappant entreprises et administrations, elles sont touchées ici, ont été multipliées par 4. Et puis il y a quelques hôpitaux aussi qui sont visés parfois. Voilà. Hôpital de Rouen, hôpital de Narbonne, hôpital d'Albertville en 2019, en 2020. Voilà. Le butin qui dépend des cibles, avec quelques centaines ou milliers d'euros pour de petites attaques, peut atteindre plusieurs millions d'euros, je vous le disais, contre des organisations aux moyens plus importants. Et le Figaro, c'est ça qui est intéressant, estime que en fait, le phénomène de rançongiciel, tiens, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, il est un peu sous-estimé parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui font quoi? Qui payent, qui préfèrent payer en fait, plutôt que porter plainte, parce qu'il faut que l'entreprise tourne vite, il faut récupérer la main sur le système de production et le système informatique, donc certaines entreprises préfèrent payer. Voilà, et du coup ça ne rentre pas dans les statistiques, puisque évidemment ça se fait très très discrètement, et le problème c'est que quand tu payes, tu incites le hacker à continuer, puisque ça marche. Intéressant, page 12 dans le Figaro. Page maintenant, alors ça je veux votre avis à vous, vraiment à vous, on va faire un sondage. Pardon pour le bruit, mais j'adore. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur Internet, sur la toile, comme l'écrit le Figaro? C'est Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de la jeunesse, on l'a vu tout à l'heure, qui dit ça. Il dit il serait temps de lever l'anonymat sur Internet. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Quels sont ces arguments d'abord? Puis là, j'ai envie un petit peu d'avoir vos explications même, parce que c'est un sujet qui m'interroge. Je plaide, pas moi, Luc Ferry, depuis des lustres, pour qu'on lève enfin l'anonymat sur la toile, du moins dans nos démocraties européennes. Voilà. Obliger les internautes à dévoiler leur identité offrirait infiniment plus d'avantages que d'inconvénients. Cela permettrait d'abord de réduire massivement les contenus illicites, en amont, quand on parle en son nom et qu'on est identifiable, on y regarde en général à 2 fois avant d'enfreindre les lois. Mais il y a plus. En punissant les délits de manière exemplaire et rapide, il est clair qu'en aval aussi, on limiterait vite le nombre de transgressions. Chacun serait simplement sommé d'assumer ses responsabilités, ce qui n'aurait rien de scandaleux pour Luc Ferry. Bien au contraire, à vrai dire, cela permettrait aux réseaux sociaux de tenir enfin leur promesse originelle, celle de devenir ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, à savoir un véritable lieu d'échange, de partage et pourquoi pas de discussion éclairée. Bon, c'est un peu un regard... j'ai pas dit de boomer, mais c'est peut-être un regard un petit peu ancien. Moi, je connais pas bien le sujet. Là, on a la parole à l'accusation. Il dit qu'il faut mettre fin à l'anonymat sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pouvez me donner dans le chat, je vais essayer d'en lire quelques-uns, des arguments inverses pour dire pourquoi l'anonymat? Oui, le pseudo, l'anonymat, c'est le pseudo, c'est le fait d'avoir un pseudo et de ne pas avoir son identité. C'est ça. Voilà. Alors, pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait opposer l'anonymat sur Internet? Oh là, ça va trop vite pour moi. Ouais, c'est le problème du chat, ça va trop vite. Facebook, il n'y a pas d'anonymat et personne ne se fait punir pour ses propos. Ouais, c'est pas fou ça. Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ouais, ils ont besoin de l'anonymat pour dénoncer. Ouais, d'accord, ok. J'essaie de capter malgré la vitesse du chat, quelques arguments. C'est le principe. On est intéressant là. Très vite, trop vite pour moi. En tout cas, je vois que le débat fait rage. C'est vraiment passionnant. Moi, c'est un sujet que je connais mal, que je vais creuser un petit peu. Parce que je me suis jamais posé la question. Alors, pour une figure publique comme un présentateur de télévision, moi, j'ai pas d'anonymat sur Internet, puisque dans ma situation, c'est
un peu évident, voilà, parce que je fais un métier public et je m'exprime en tant que journaliste, donc voilà, il n'y a pas de... Mais j'ai pas d'avis, moi, sur cette question. On va faire un sondage. Alors, on va pas rentrer dans le détail, on peut pas, et c'est dommage parce qu'il faudra aller plus loin sur cette question, mais je vous promets de creuser la question pour mettre un petit peu plus en perspective que je viens de le faire, les propos de Luc Ferry. Mais on va faire un sondage quand même. Vous qui êtes au premier chef concerné, puisque si vous êtes sur Twitch, vous êtes plutôt des gens éclairés par rapport aux nouveaux écrans, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux internets, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça va, vous maîtrisez plutôt bien et vous utilisez tout ça pas mal. Petit sondage. Faut-il, comme ça, moi aussi ça va me renseigner sur cette question. Nouveau sondage. Faut-il supprimer l'anonymat sur Internet? En tout cas, je vois que c'est un sujet qui vous inspire. Hein. La preuve, j'arrive plus à lire le chat. Internet. Point d'interrogation. Anonymat. Si je fais des fautes, c'est pas joli. Première réponse, oui. Il faut lever l'anonymat. Non. Deuxième. 3. Je ne sais pas. Ainsi comme moi, vous n'avez pas creusé ce sujet. Ce que je vais faire, hein, je vous promets. Là, j'avoue que c'est pas du tout un sujet que j'ai creusé. Et quand j'ai pas creusé le sujet, ben, j'ai pas d'avis. Voilà. Et tout le monde devrait faire ça. C'est parti. N'hésitez pas à rafraîchir éventuellement le chat avec un petit F5 pour voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Bon, bah, je m'attendais un petit peu. Le non à la levée de l'anonymat sur Internet, très majoritaire. On est sur une base de 72%, 73-72%. Le oui est à 12%. Et le je ne sais pas, il n'est pas inintéressant parce qu'il y a 17% qui n'ont pas d'avis, qui comme moi peut-être ont peut-être pas assez creusé. Voilà, l'anonymat protège, lis-je dans le chat. Voilà. C'est une question un peu binaire. Enfin, non, là, du coup, il y avait 3 propositions là. Ouais, je vois que c'est un débat qui est assez passionnant. Je vais le creuser, moi, en tout cas. Alors, au niveau du sondage, la première tendance est confirmée. Vous êtes 3002, 4002, vous êtes 4500 déjà à avoir voté. La tendance, elle ne va pas changer. Hein. 68% désormais. Non, il ne faut pas supprimer l'anonymat sur Internet. 13% de oui, quand même. Voilà. Donc, quand même, 13% de personnes là devant ce stream et donc plutôt au fait des choses d'Internet, si vous êtes sur Twitch quand même, je pense, et qui estiment que oui, il faudrait lever l'anonymat. Donc il y a quand même des questions à soulever, ok. Et je ne sais pas, 18%. Voilà, presque 20%, presque une personne sur 5, je ne sais pas. Voilà, sur ce sujet qu'il faut peut-être creuser effectivement un petit peu. Bon, je cesse là ce sondage parce que je crois qu'on a une bonne tendance. Je le termine. Vous avez le résultat définitif et je reviens à nos moutons. On creusera ce sujet, voilà pour le Figaro. Vous voyez, dans un seul journal, hein, tout ce qu'il y a de passionnant à évoquer. On continue maintenant avec Libération. Donc, Libération qui a décidé, et c'est très bien, de faire sa une sur ce sujet qui est, heureusement, moins tabou qu'hier, toujours tabou, mais moins tabou qu'hier, qui est la question de l'inceste en France. Hein. Tout le monde a en mémoire, je pense, ce hashtag qui a explosé samedi dernier sur Twitter, MeTooInceste, avec plein de témoignages extrêmement forts. Ainsi comme moi, samedi, ce week-end, vous avez cliqué sur ce hashtag, vous êtes tombé sur des choses, des témoignages très forts, hein, très... voilà, qui bousculaient, bien sûr, et une vraie libération de la parole par rapport à ça. Et Libération s'est dit, allez, on va plus loin, a recueilli des témoignages de victimes, des victimes qui appellent à une prise de conscience. C'est le dossier de Libération à ce propos. On a un édito intéressant, signé Alexandra Schwartzbrod, qui signe toujours de très bons éditos dans Libé. Briser le silence. Il y aura bel et bien un avant et un après la Familia Grande. C'est le livre de Camille Kouchner, qui a provoqué, d'ailleurs, écrit la journaliste, un véritable séisme dont les répliques ne cessent de se faire sentir. Création d'un hashtag MeTooInceste sur lequel affluent les témoignages, lancement d'une pétition réclamant une meilleure formation des professionnels de l'enfance, remise en question du délai de prescription, une vanne s'est ouverte et rien ne semble pouvoir tarir le flot de souffrance et d'interrogation. Attention dans le chat là, je vois que certains me disent que il y a voilà, il y a des propos qui sont un petit peu limites. Attention les amis. Ouais, je vois des petites choses limites. Ouais, c'est vrai, ouais.
D'accord, ok. Bon, allez, un petit avertissement juste vocal. Hein, et puis la prochaine, ce sera un petit ban temporaire ou un petit ban def si c'est vraiment trop radical. Hein. Les modos, on les repose un petit peu. Ouais, on se détend, c'est cool. Hein. C'est un espace tranquille ici. Hein, on échange ensemble. Si on n'est pas d'accord, on le dit gentiment. Et puis si on n'est pas gentil, ben on s'en va tout seul ou alors j'interviens. Ça, je sais faire aussi. Hein, on est cool. Sinon, il y a mon copain Nightbot. Mais peut-être qu'il fait dodo, hein, mon modo préféré. Un édito, qu'est-ce que c'est un édito? Très bonne question. Qu'est-ce que c'est un éditorial? L'éditorial, en fait, c'est un moment, un article dans le journal qui est signé comme ça, qui vous dit attention, là on n'est pas dans une présentation objective des faits, on n'est pas sur une présentation la plus factuelle possible d'une information, on est sur une prise de position. C'est un clignotant qui vous alerte, qui vous dit attention, c'est une opinion. C'est l'opinion en général du journal, ou c'est l'opinion du journaliste, ok? Et en fait, ça c'est un peu, c'est une forme d'honnêteté du journal qui dit attendez, c'est juste une opinion. C'est pas un fait, c'est mon opinion. Voilà. Et donc ça vous vous voyez ce clignotant et vous dites ok d'accord, c'est une opinion. Donc j'ai le droit de la partager ou j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais ça n'est pas un fait. Voilà ce que c'est un éditorial. On y va. Donc la vanne s'est ouverte, le flot de souffrance, d'interrogation, ce témoignage qui va peut-être pousser à briser le silence de celles et ceux qui dans les familles connaissent le terrible secret, dans la famille mais pas seulement, dans les écoles ou chez le médecin, certains signaux envoyés par l'enfant, consciemment ou pas, doivent davantage alerter. Libération espère bien que cette libération de la parole, elle ne va pas s'arrêter là, c'est ce que espèrent les associations aussi, et que la libération de la parole, des témoignages plus nombreux, des poursuites judiciaires aussi, plus nombreuses, vont peut-être changer, diminuer le nombre de cas en France. On va rappeler ce chiffre surréaliste. Hein. À chaque fois, on ne veut pas y croire, mais selon les études, les enquêtes internationales, parce que le phénomène n'est pas français, bien sûr, on estime, c'est au doigt levé, puisque c'est un tabou, hein, que ces faits ne sont quasiment jamais dénoncés au sein des familles, en raison du poids, le poids de la famille. On estime que 5 à 10% des enfants sont concernés dans le monde. Voilà, 5 à 10% des enfants en France et ailleurs confrontés à des faits d'inceste. Voilà, c'est le tabou et la question de savoir si cette libération de la parole va changer des choses. Voilà. Alors, là aussi une bonne nouvelle, c'est que parfois on dit les politiques, oh là là, ils font rien, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Ici on a un article de Libération qui nous dit qu'en fait ça fait un moment que certains élus, certains députés travaillent justement sur ce dossier, bien avant le hashtag dont on vient de parler là. La preuve, c'est qu'il y a des textes de loi qui sont en préparation. Un texte de loi, ça se prépare en plusieurs mois, pas en 2 jours en général. Donc, il y a des textes qui arrivent pour, par exemple, faire évoluer la loi. Voilà. Que l'inceste, par exemple, constitue une infraction spécifique. En France, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'inceste est une circonstance aggravante. Par exemple, d'une infraction sexuelle ou d'un viol. Donc la peine est plus lourde. Mais ce n'est pas une infraction spécifique. Dans certains pays, comme par exemple l'Allemagne, le Danemark ou la Suisse, je l'ai appris dans Libération, c'est une infraction spécifique qui permet de l'isoler en quelque sorte. Donc est-ce qu'il faut changer la loi? Il y a des textes qui le prévoient. Est-ce qu'il faut rendre imprescriptible l'inceste? C'est-à-dire que vous savez que passé un certain nombre d'années, certains faits délictueux ou criminels sont frappés de prescription. C'est-à-dire qu'on ne peut plus agir en justice. L'action en justice ne peut plus être réalisée. Et il y a un seul crime qui échappe à l'imprescriptibilité, c'est le crime contre l'humanité. Voilà. La justice internationale a décidé que les crimes contre l'humanité, les génocides par exemple, ne pouvaient pas être frappés de prescriptibilité. Donc la question est posée, est-ce que les faits d'inceste dont on a tant de mal à parler, dont certains adultes très très tard, à 30 ans, 40 ans, 50 ans passés, plus parfois, finissent par parler, donc très longtemps après, en se rendant compte que ça a pourri leur vie et qu'il faut à un moment en parler, parce que ça pourrit la vie, hein, toute la vie. Donc la question est posée, est-ce qu'il faut rendre imprescriptible l'inceste, ce crime? Ça peut arriver en débat demain au Parlement. Voilà. La proposition de loi peut être réalisée. Proposition de loi, si elle vient
du Sénat ou de l'Assemblée, projet de loi si ça vient du gouvernement. Après, il faudra voir si les députés veulent le voter, puisque c'est compliqué sur ces dossiers. Je m'arrête encore un tout petit peu à Libération, midi 7, oh là là, on n'aura jamais le temps, pour vous lire ce petit billet, très bien troussé. Donc un billet, pardon, je suis dans le jargon du journaliste. Le billet, c'est quoi? Le billet, c'est pas un édito. Le billet, c'est un petit article plutôt court en général. C'est marqué d'ailleurs là, billet. Et là aussi, on est sur une prise de position, c'est-à-dire sur un fait, c'est un regard un peu personnel. Voilà, en disant, voilà, je vais te raconter l'histoire à ma façon. Voilà. On n'est pas sur un éditorial en disant je vais te donner mon opinion, c'est plutôt je vais te raconter l'histoire à ma façon, le billet. Voilà, je vous le mets un petit peu dans mes mots, mais c'est ça. Donc on a un billet de l'envoyé spécial de Libération aux États-Unis, à Washington, qui s'appelle Frédéric Autran et qui nous raconte le départ de Donald Trump. Comment ça s'est passé? Alors imaginez, vous avez une petite souris et vous pouvez assister vraiment aux coulisses du départ. C'est un petit peu ce que propose ce journaliste. C'est parti. Donald Trump prend son envol. Oui, ça peut être sur le ton de l'humour, par exemple un billet, c'est vrai. L'histoire retiendra que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche dans la honte et la solitude, mais aussi avec les honneurs. Ceux qu'il s'est lui-même attribués dans une ultime bouffée pathétique de pouvoir et d'attention. À 8h17, heure locale, mercredi, dans le matin glacial de Washington, le 45e président des États-Unis a décollé avec son épouse Melania, toute de noir vêtue, un petit peu en deuil, manifestement, à bord du Marine One, qui est l'hélicoptère présidentiel, avant de rejoindre la base aérienne d'Andrews. Sur le tarmac d'Andrews, avant de prendre Air Force One, donc cette fois c'est l'avion présidentiel, eh bien la mise en scène ressemblait à l'un de ces innombrables meetings de campagne. Même musique disco à fond, donc vous étiez sur le tarmac de l'aéroport, musique disco à fond, ok. Même arrivée de rockstar, Trump, sauf que la foule, cette fois, ne s'était pas déplacée. Tiens. À sa descente, alors qu'il s'avançait vers les quelques dizaines de personnes dont ses proches venus l'écouter déblatérer une dernière fois en tant que président, 21 coups de canon ont retenti. Trump avait exigé ce salut protocolaire, 21 coups de canon, il a eu donc, rendu par les militaires, sans marquer la moindre pause ou jeter le moindre regard aux militaires qui l'honoraient ainsi. Incapable jusqu'au bout, écrit le journaliste, de respect et de décorum. Sur la petite estrade, l'ex-vedette de télé-réalité qui n'a jamais cessé d'être, oh les méchants, a beaucoup parlé de lui et des siens, très peu du pays, et surtout pas de son successeur. Il n'a toujours pas prononcé le mot de Biden. Hein. On a l'impression que vraiment ça, c'est resté là. Hein. En ce jour, Trump s'est célébré lui-même. Il a salué ces 4 années extraordinaires, très spéciales. Il a vanté les succès économiques comme jamais auparavant. Personne jamais a eu les succès économiques de Trump avant. C'est ce que lui dit. Une armée reconstruite, des baisses d'impôts historiques, le miracle médical du vaccin anti-Covid accompli en un temps record pour enrayer la progression du virus chinois. C'est qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à Trump, bien sûr. Les gens ignorent à quel point cette famille, la famille Trump, les gens ignorent à quel point cette famille a travaillé dur. Ils ont travaillé pour vous. On a tout donné sur le terrain, a osé le président sortant qui a joué près de 300 fois au golf en 4 ans, passé d'interminables heures devant la télévision et renoncé depuis la défaite du 3 novembre à toute gestion du pays, notamment du désastre sanitaire. Et le journaliste conclut, je le trouvais plutôt marrant ce billet, « Nous vous aimons », ce sont les derniers mots de Trump, « Nous vous aimons, nous reviendrons d'une manière ou d'une autre », a promis l'intéressé, et le journaliste ajoute, « Surtout, prenez votre temps ». Pas mal, non? Voilà, c'était dans Libération. Pardon, inceste et Trump. Plein de choses dans l'UMA ce matin aussi. Et surtout, ça. Le rapport choc sur les conditions de travail chez Amazon, hein, le géant du commerce en ligne. Et ben, l'UMA détaille ce qu'il appelle des conditions terrifiantes de conditions de travail. Alors on parle en France, 300 golfs, c'est beaucoup en 4 ans? Bah, je sais pas, 365 jours par an, donc ça fait un golf tous les 4 jours, quoi, à la louche. Un golf tous les 4 jours. Une partie de golf, ça dure combien? Ça dure un moment, une partie de golf, ça dure plusieurs heures, quoi. Donc, t'es patron de la première puissance au monde, t'as à gérer des soucis innombrables, l'emploi des gens chez toi, les gens qui manquent de soins, la question de la santé, t'es à la tête de la première puissance militaire du monde, etc., etc., etc. C'est un boulot, hein. Et tu joues une demi-journée au golf tous les 4 jours. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Je donne pas trop mon avis en général. Moi, je dirais oui. Je dirais que c'est beaucoup.
l'humanité. Donc, est-ce que les conditions de travail chez Amazon France sont déplorables? Oui, affirme l'humanité, qui a eu accès en fait à... Donc c'est pour ça que ce sont des révélations, à une expertise qui va être dévoilée que demain, le 22, ouais c'est ça, que demain, tiens je regarde la qualité du stream là, ouais, ok, parfois il y a des petites... C'est marrant parce que j'ai la fibre et tout, puis parfois ça frise un petit peu. Que demain, mais voilà, l'humain a eu accès à cette expertise indépendante. Je vous lis l'édito. Maintenant, on sait ce que c'est un édito. On continue. Intitulé Amazon, l'emploi en carton. Titre facile, mais sympa. Qu'Amazon France fasse trimer ses salariés, personne n'en doutait vraiment. Depuis des années, les syndicats alertent sur la violence sociale qui règne dans les gigantesques entrepôts de la multinationale. Mais jusqu'ici, les données précises manquaient pour mesurer l'ampleur de l'exploitation et sa nature. Le document que nous révélons aujourd'hui eh bien, donne des chiffres sur cette réalité. Alors, donc, l'expertise qu'on évoquait à l'instant, cette expertise témoigne... Je marque une pause parce que je vois que ça frise un petit peu. Ça frise un petit peu dans le chat parfois. Hein. F5, ouais, je vois. Pourtant, je suis en fibre et tout. Hein. Ouais, c'est bon, c'est revenu, c'est bon. Ça, je sais ce que c'est. Vous savez pourquoi ça frise là parfois? Ça, c'est Hélène, ça. Ça, c'est Hélène en télétravail. Ça, c'est Hélène. Elle a son ordinateur allumé. Elle a sa caméra allumée. Et vas-y que je te fais la conf call. Et vas-y que je te fais des réunions. Vas-y que je t'enregistre des vidéos. Ça, c'est Hélène, ça. Elle est en train de nous pourrir le stream. Elle fait ce qu'elle veut chez elle. Donc, on continue avec cette enquête donc, de l'humanité. Ça, c'est une erreur. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Cette expertise témoigne d'une précarité généralisée et de phénomènes de souffrance au travail effarants. Amazon France y apparaît comme le roi du boulot jetable toute l'année. Jugez plutôt, en 2019, les intérimaires, c'est une toute petite partie de l'entreprise normalement. Les intérimaires, c'est une petite partie de l'entreprise. Les intérimaires ont représenté 44% de la main-d'œuvre embauchée, 64% pour les postes de travail les plus pénibles. Depuis 2 ans, les recours au temps partiel, aux heures supplémentaires et au travail de nuit a explosé. Face aux mastodontes dont la capitalisation équivaut au PIB de la Russie, Amazon, ça pèse la Russie en termes économiques. Cette phrase de dingue. Une entreprise, Amazon, pèse le PIB de la Russie. C'est fou quand même. Face à ce mastodonte, les pouvoirs publics ne peuvent plus rester pétrifiés ou se contenter de jouer les bons offices en saluant comme Emmanuel Macron, écrit l'Humain ce matin, la chance inouïe des installations d'entrepôts. Il est temps de comprendre que derrière les cloisons de tôle, les vies humaines ne pèsent guère plus que les cartons au logo tout sourire. Je sais pas si Amazon c'est Twitch. Oui, bah et alors l'humanité a droit d'écrire un article qui dit que les conditions de travail à Amazon France sont pas bonnes. Voilà. Puis moi, je suis dans une revue de presse. On n'est pas dans une dictature. Donc, aucun problème. Hein. Mais non, voilà. Moi, j'ai confiance en l'humain. J'ai confiance en l'humain et je sais qu'on a le droit de citer l'humanité. C'est son regard sur la chose, voilà, et qui estime que les conditions de travail sont pas bonnes à Amazon. Là encore, c'est un regard. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont travaillé à Amazon et qui peuvent en témoigner, qui peuvent me dire que, par exemple, ça se passe bien, par exemple, parce que l'humanité se trompe peut-être. Allez, allons-y. Est-ce que quelqu'un a travaillé chez Amazon? Je travaille chez Amazon, je trouve que toutes ces études sont très exagérées. Ça m'intéresse, parce que je l'ai lu, ça. Moi, j'ai vu des déclarations d'employés dans des enquêtes qui disaient non, ça va, en fait. Voilà. Des gens qui étaient contents de travailler en temps partiel, à qui ça allait, voilà. Donc, et je l'ai lu, c'est pour ça que j'ai posé cette question, voilà. Ouais. Ma copine a travaillé là-bas en intérim et m'a dit que franchement ça allait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout n'est jamais, hein, dans la vie, tout n'est jamais noir ou blanc. Voilà. Moi, je crois pas à ça. Je crois plutôt au gris. Et je crois surtout que il faut dans le regard, il peut y avoir des différences de valeur. Et moi, j'ai déjà entendu dans les reportages des gens qui travaillent à Amazon, et puis d'autres qui disent le contraire, mais qui disent qu'ils sont heureux de leur job. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je suis embauché depuis une semaine en intérim. Je trouve le rapport extrêmement exagéré. J'étais en tant qu'intérimaire. Ah, ça allait trop vite. J'ai rappelé. Un ami travaille chez Amazon. Et c'est souvent une piètre qualité de travail. Voilà, il y a du partage. Voilà. Bon, vous voyez? C'est pas tellement chez les employés d'Amazon que c'est dur, c'est chez les sous-traitants que la pression est réelle. Vous voyez? C'est jamais blanc ou noir. Voilà. En tout cas,
là, c'est l'humain. Mais bon, l'Humanité, c'est aussi une grille de lecture. C'est un journal qui est très proche de la protection des salariés, hein, pour des raisons historiques. C'est un journal qui était très proche du Parti communiste, très proche des syndicats, notamment la CGT surtout. Donc, c'est le regard de l'humain. Mais, ce que je vous dis souvent, c'est, n'hésitez pas à, quand vous lisez la presse, changer de journal. Un jour vous lisez le Figaro, le lendemain vous lisez l'Humain. Un jour vous lisez Libération, le lendemain vous lisez les Échos. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé et que parfois il faut se frotter aux grilles de lecture des autres, au regard des autres sur le monde pour voir si, pour se poser des questions, pour ne pas rester enfermé dans ses certitudes. Donc, vous êtes plus de 15 000. Bon, vous êtes en train de faire exploser Twitch. Mais vous êtes des malades. C'est pour ça que ça frise en fait. C'est pas Hélène qui me pompe le réseau. Oh là, j'aurais pas dû dire cette phrase. Ça va partir ça va être monté sur internet. Ça y est, c'était bien malheureux celle-là encore. Ah ben j'aurais mieux fait de me taire. C'est pas Hélène qui me... Comment je pourrais dire ça autrement? Oui, je sais, je dis une bêtise, ça va. Faut même pas que je regarde. C'est pas Hélène qui me prend une part importante de la bande passante. Oh là, mais c'est pas possible. Bon. Enfin, bon, c'est pas la faute d'Hélène. C'est votre faute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je passe à la suite parce que je suis en train de m'enfermer. Je me suis bien raté, ça c'est partir, ça va être clippé tout de suite, ça. Tiens, je me paye un café là parce que je suis vraiment un boulet parfois. Café, bon café à tous. Heureusement qu'Hélène est en télétravail et qu'elle n'est pas en train de regarder Twitch. Oh là là, la boulette. Bon, on passe à autre chose pour oublier tout de suite là. Et merci d'être aussi nombreux en tout cas. Hein, paf. Tiens, je vérifie si mon ami Étoile m'a répondu à mon DM très important tout à l'heure. Hop, excusez-moi. Alors on en est où? Non, toujours pas, il n'est pas réveillé. Mais il stream toute la nuit aussi, Hélène. Ça y est, je parle plus que d'Hélène. Étoile maintenant, c'est pour ça aussi. Tac, voilà. Bon, j'attends. On va dire le Parisien maintenant. Voilà. Tac. Hop, un petit réglage qui vont bien. Je vous laisse lire le Parisien en même temps, là, en même temps que ça, je fais mes trucs. Ah, bon, alors les amis, on en est où? Vrai ou faux café? Ah non, c'est du vrai café parce que... Enfin, oui, bonne question. En général, à cette heure-là, c'est du déca parce que je vais dormir un petit peu après. Et puis là, non, parce que là, je retourne à 14 h à France Télévisions pour préparer le premier stream de l'histoire de France Télévisions demain sur Twitch, sur la chaîne France TV. Tiens, je vous remets le lien dans le chat. Demain, premier stream de France Télévisions. C'est pas la télé sur Internet, hein. C'est pas la télévision qui vient sur Twitch, c'est vraiment des gens à France Télévisions qui trouvent formidable cet outil et qui ont envie... Ah zut, je l'ai effacé. Ah, je vous le remets. Qui ont envie, justement, d'échanger avec vous sur... Je l'ai, l'adresse, elle est là. Sur la crise sanitaire et surtout sur les vaccins. Donc on vous répond à toutes vos questions sur le vaccin. C'est demain avec un confrère journaliste qui est en même temps médecin. Tac, je vous ai mis l'adresse. C'est là. twitch.tv/France TV. Vous ne trompez pas parce qu'il y a d'autres sites, d'autres pages, d'autres chaînes qui renvoient à France Télévisions. La seule, la vraie, c'est celle-là. Je vous la remets. Top. Et encore une fois, mes confrères de France Télé viennent vraiment avec humilité. Sur Twitch, on n'est pas là pour raconter pour donner des leçons, pour faire de la télévision. Vous verrez, on est vraiment dans les codes de Twitch. On vient justement parce qu'on trouve que cet outil est formidable. Donc avec Damien Mascret, demain, on sera à la cool sur une petite table. On aura nos micros, comme ici. On aura notre petite caméra. On aura un ordinateur, ça peut servir. Et puis on fera des sondages, tout ça comme d'habitude. Voilà. Et vous poserez toutes les questions que vous voulez sur les vaccins. Et puis Damien essaiera d'y répondre. Voilà. Bon, le sondage je l'ai mis, hop, je reviens à vous. Il ne reste que 10 minutes, mais c'est pas possible, on peut pas sub ici, non pas encore, pas encore, peut-être un jour on pourra sub. Mais j'ai tellement de choses à vous lire, mais comment ça se fait que je suis devenu trop bavard en fait? Bon, si vous avez envie d'acheter le Parisien ce matin, des secrets, dans le secret du Conseil de défense, le Conseil de défense, le Parisien nous raconte que le Conseil de défense, normalement, il est convoqué par le président de la République pour parler de choses de défense militaire. Sauf que là, comme le président Macron a décrété que c'était la guerre contre le Covid-19, eh bien les réunions consacrées à la crise sanitaire, elles ne se font pas en Conseil des ministres, elles se font au Conseil de défense. Ça a été critiqué par une partie de l'opposition, par Jean-Luc Mélenchon notamment, dans l'édito. D'ailleurs, Jean-Michel Salvatore le dit.
Voilà. Avec le temps, il est devenu l'instance du pouvoir qui nourrit tous les fantasmes, ce conseil de défense. Jean-Luc Mélenchon le présente comme un comité secret. Les oppositions, il n'est pas tout seul, de gauche comme de droite, s'interrogent sur cette opacité. Et oui, cette opacité qui a été voulue. Pourquoi le secret autour de ce conseil de défense? Bon, alors le Parisien explique. Cette opacité qui a été voulue pour éviter les fuites. À l'ère des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est vraiment toujours de leur faute. Utiliser le Conseil des ministres pour discuter et réfléchir, c'était prendre le risque de voir s'étaler le détail des discussions, des différents points de vue sur des sujets particulièrement sensibles. Peut-on mener une telle guerre à ciel ouvert? Question de démocratie pour les uns, de sérénité et d'efficacité pour l'exécutif. C'est intéressant, voilà. Et donc, ce conseil de défense, il est un petit peu moins secret parce que le Parisien a eu l'autorisation, s'il vous plaît, d'assister à ce conseil de défense. Donc comment ça se passe? Effectivement, on assiste aux discussions sur les décisions à prendre, comme celle-ci, qui a été rendue hier par le conseil de défense, de ne pas autoriser la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver à compter du 1er février. Ça a été décidé là, dans le secret du conseil de défense, c'est-à-dire dans le Parisien. Il me reste que 7 minutes, c'est nul. J'espère qu'avec un peu de chance, Hélène ne va pas voir qu'il est l'heure. Oui, envoie-moi un SMS quand tu es prête à déjeuner. Parce que parfois, elle-même, elle a un truc en plus au taf. Comme elle me pique de la bande passante, c'est qu'elle doit être à fond quand même. Et peut-être qu'on va avoir un petit peu de rab. Voilà. Je vous signale un article sur la galère des étudiants, page 5 dans le Parisien. Je ne fais que vous le signaler parce que j'ai trop de choses à vous raconter. Je voulais absolument, c'est pas très gai mais c'est tellement émouvant, je voulais absolument vous parler de ce reportage de La Croix qui est magnifique. Quand on lit ça, on est fiers d'être journaliste parce qu'ils ont fait un super boulot. Moi j'ai appris plein de trucs. Ça s'appelle Au nom des migrants disparus. Je voudrais rendre hommage aux bénévoles qui bossent là-dessus, vous allez comprendre. Chaque année, à Calais, vous savez, des migrants meurent en traversant la Manche. Parfois, ils font ça sur des canots pneumatiques, parfois même à la nage. Voilà. Il y a des morts de migrants qui rêvent d'une vie meilleure. Parfois, ils tombent d'un camion. Enfin bref, je vous passe les détails. À Calais, des associations recherchent leur identité et contactent les familles. Je vous raconte ça. C'est vraiment passionnant. Si vous avez l'occasion d'acheter La Croix aujourd'hui, pages 2 et 3, parce que je vais vous en lire que quelques passages, franchement, c'est émouvant. Chaque année, les drames lors de la traversée de la Manche par des exilés essayant de rejoindre le Royaume-Uni sont plus nombreux. À Calais, un groupe d'essais, D-E-C-E-S, des morts, un groupe d'essais, composé de militants associatifs, essaie de retrouver l'identité et la famille de ces morts pour mettre un nom sur leur tombe. Alors les membres de ce groupe d'essais, donc de Calais, c'est une vingtaine de personnes qui sont, nous explique La Croix, de simples citoyens, ou alors des salariés d'associations, Secours catholique, Médecins du Monde, Utopia 56, Croix-Rouge, voilà. Et pour rendre leur dignité à ces disparus, à ces migrants qui meurent là, déjà, le lendemain de chaque décès, il y a un rassemblement, place Richelieu, à Calais à 18h30, 1 minute de silence, et un petit temps d'échange à la mémoire de la personne disparue. Il y a ça déjà. Et puis c'est pas tout. Après, ils essaient de trouver l'identité du migrant. Alors c'est très difficile parce que souvent il n'y a pas de papier, voilà. Et donc ils enquêtent. Alors normalement c'est à la police de faire ce job, mais les associations expliquent que la plupart du temps, la police ne le fait pas parce que n'a pas le temps. Voilà, ils font pas ça. Donc ils cherchent pas l'identité et ils recherchent pas les causes du décès. Voilà, par manque de temps. Donc ce sont ces bénévoles qui le font. Ils vont dans les camps de migrants et ils demandent: est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? Est-ce qu'il y a une tente qui est vide depuis hier? Ils font ça comme ça. Voilà, ils font le tour des 4 ou 5 lieux de vie des migrants de Calais, avec des maigres informations à leur disposition. Voilà, la personne qui est décédée avait un manteau noir. Il avait les cheveux un peu comme ça. Voilà. Ils font le tour comme ça. Du côté des Iraniens, où se rend Mariam, une bénévole, un homme manque à l'appel. La description pourrait correspondre, surtout quand elle indique que l'homme avait sur lui 50 € dans une poche en plastique. Un compatriote est saisi d'effroi. On lui demande une photo de son ami, qui est présentée à la police. La police confirme que c'est bien la personne qui est décédée. Il s'appelle, ça y est, on peut mettre un visage sur le mort. Il s'appelle Behzad Bagheri Parvin, il avait 32 ans. Il est né à Rasht, dans le nord-ouest de l'Iran, et sa vie s'est arrêtée à la frontière franco-britannique. Son camarade, qui partageait sa tente, nous raconte la bénévole, nous a raconté que la veille du départ, Parvin avait fait un rêve.
il avait expliqué qu'il s'était vu seul en Grande-Bretagne. Alors le lendemain, il est allé acheter un canot pneumatique pour tenter la traversée en solitaire. Et quand il est revenu, il lui restait 60 euros. Alors il a donné 10 euros à son ami, puis il lui restait 50 euros, qu'il a gardé dans sa poche en plastique. Ils se sont dit au revoir. Et le dimanche matin, la Manche a rejeté le corps de Parvin sur la plage de Sangatte. Voilà. C'est bien parce qu'en fait, voilà. Hein, on dit les migrants. Voilà. Puis derrière les migrants, il y a des histoires d'hommes et de femmes, puis parfois il y a des gens qui meurent. Et là, ces gens-là, ces bénévoles à Calais, ils rendent une dignité à la personne parce que ce mort n'est plus anonyme, c'est un nom. Et puis après, c'est pas tout. Après, ils cherchent à joindre la famille. Donc c'est délicat, ils échangent avec des traducteurs, ils appellent la famille en Iran. Les parents sont incrédules au bout du téléphone, il faut leur envoyer le certificat de décès. Ils envisagent, les parents, de faire revenir le corps en Iran, mais le coût du rapatriement, c'est trop cher. Alors la décision est prise d'enterrer ce jeune homme qui avait 32 ans, en respectant le rite chiite et les volontés de la famille. Voilà. Donc ils s'occupent de tout ça, les bénévoles. Le jour des funérailles, quelqu'un apporte un foulard noir qu'on met sur la tombe, avec la photo. Non, c'est un peu chaud, désolé. Voilà. Et puis il y a les obsèques. Et puis ils filment tout, puis ils envoient la famille. Voilà. Et ils mettent de côté un petit peu de terre, une photo, un bonnet qu'ils ont retrouvé dans la tente, et puis ils envoient ça à la famille. Voilà. Pour le groupe décès. C'est chaud quand même cette histoire-là. L'essentiel est accompli. Parvin a une tombe à son nom au carré musulman au cimetière nord de Calais. Moi je voulais juste dire à ces gens. C'est beau quand même, non? Voilà. Bon, ça, c'est dans la presse écrite, ça. Ça, c'est des trésors comme ça que vous avez dans les journaux. Hein. Moi, je dis souvent, les journaux, c'est l'actu, mais l'actu, c'est la vie, c'est des histoires comme ça. Là, c'était la mort. Voilà. Et parfois, ça fait prendre conscience de trucs, quoi. On dit que le contenu d'un journal de presse écrite, ça ne tiendrait pas du tout dans un JT. Il faudrait des heures et des heures de JT. Parce que dans un quotidien comme ça, tenez, la Croix, par exemple. Vous avez combien de pages ce matin? Vous avez 26, vous avez 28 pages, c'est écrit serré, vous avez plein d'histoires. Vous avez plein d'histoires comme ça. Des histoires de vie, des histoires de mort, des histoires d'amour, des histoires de haine. Et puis ça peut aider à comprendre plus le monde. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien lire les journaux. Allez, on finit sur une note un peu plus sympa. Je suis désolé. Mais en fait, j'ai du mal à prendre de la distance par rapport à l'actualité parfois, parce qu'on se rend compte que derrière les chiffres, derrière les histoires, il y a des gens, en fait, qui vivent des trucs parfois difficiles. Mais bon, c'est pas grave, on peut rêver d'un monde meilleur. Moi, je me dis que c'est en rapportant l'information que peut-être on pourra faire évoluer le monde sur des trucs. Ça, c'est léger, c'est cool. On parle de mariage. Les mariages, c'est super, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Bon, sauf qu'en 2020, et puis en 2021 aussi, ça a été compliqué parce qu'il y a eu énormément d'annulations et de reports de mariage. 12h30. J'ai reçu un texto ou pas? Non, ça va, on peut. Non, ça, c'est vraiment sympa. Plein de mariages qui ont été reportés parce qu'on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de s'embrasser, on n'a pas le mariage. Donc on reporte, on attend la fin de la crise sanitaire, on attend des jours meilleurs. Donc il y a des chiffres. Là, on est dans regardez, quand je vous disais les échos, c'est pas que les échos entreprises et marchés. Vous voyez, c'est le supplément. Regardez. Les échos, entreprises et marchés, c'est le supplément entreprises et marchés des échos. Vous vous dites, je vais pas lire ça, je n'ai pas envie de lire un truc sur le CAC 40. Mais non, ça parle d'amour, hein, ça parle de mariage. Seuls 28%, le chiffre il est dingue, seuls 28% des mariages ont pu être célébrés en 2020 en France, la majorité ayant été reportée sur 2021, voire plus tard. 28%, ça fait combien d'annulations? 72% des mariages annulés. Je me trompe pas, c'est dingue quoi. Un choc pour ce secteur de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est les échos, donc on s'intéresse aux conséquences économiques, les traiteurs, les vendeurs de robes de mariée, les DJ, tout ça, les fleuristes, c'est autant de manque à gagner. Voilà, c'est un secteur, le mariage c'est 3 milliards d'euros en France, et beaucoup d'indépendants, beaucoup de petites entreprises, donc ça a des conséquences.
Et puis alors les personnes concernées parlent. Pour ceux qui ont toutefois tenu... Est-ce qu'il y aura un format podcast ? Je dois en parler avec des gens, j'ai un rendez-vous téléphonique aujourd'hui. Ou demain plutôt. Il y aura peut-être un podcast de la matinée, tiens, on travaille là-dessus. Pour ceux qui sont concernés, on a un témoignage d'Andrea par exemple, là, elle dit j'ai un couple d'amis qui s'est marié en septembre, les invités n'avaient pas le droit de se lever de table ni de danser. Alors du coup Andrea devait se marier, elle a reporté parce que du coup je veux pas d'un mariage comme ça. Voilà. Et alors on a une spécialiste du mariage qui est la patronne d'une boîte de robes de mariée qui témoigne et dit qu'il y a des nouvelles tendances qui émergent en matière de mariage en mode adaptation à la crise sanitaire. On s'adapte tous un petit peu. Et alors du coup, il y a de nouvelles tendances qui émergent. En Angleterre, aux États-Unis, il y a eu des mariages sur Zoom. Ouais, c'est drôle, hein, des mariages sur Zoom. Alors c'est un faible pourcentage, mais ça progresse rapidement. Ce sont des couples qui veulent avoir autour d'eux des personnes chères, des proches, la famille, tout ça, et aussi faire participer d'autres à travers les écrans. Hein, je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait ma maman se marie. Dans pas longtemps, et on sera 6. Bon bah voilà. Alors du coup, certains, c'est mariage Zoom, c'est-à-dire qu'il y a les 6, et puis il y a plein d'écrans, et puis il y a toute la famille qui est là. Moi je trouve ça cool, c'est mieux que rien. Autre changement au Japon, ça c'est drôle aussi. Au Japon, depuis la pandémie, les wedding planners organisent des mariages en plusieurs épisodes. C'est mariage Netflix. C'est moi qui viens d'inventer ça. Qu'est-ce qu'il est fort. Aujourd'hui, le nombre d'invités est limité à 10 au Japon. Donc, si vous voulez avoir une centaine de personnes, eh bien, vous programmez un mariage sur 2 semaines avec une dizaine de rassemblements. Vous avez une dizaine de petits mariages. Et alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, la mariée, elle achète une dizaine de robes différentes. Et parce que ça fait 10 événements. Et du coup, ça fait le bonheur des vendeurs de robes de mariée. C'est drôle, non ? Voilà, c'était à dire page 20 dans les Échos aujourd'hui, qui ne parle pas donc que d'économie. Et voilà les amis. Voilà. Midi 34. Midi 34, j'avais la matière franchement pour vous emmener à l'aise jusqu'à 13h, à l'aise jusqu'à 13h30 même. Mais là, j'ai déjeuné avec ma chère et tendre. Et puis surtout, je retourne à France Télévisions demain pour je retourne à France Télévisions cet après-midi à 14h pour préparer le stream de demain matin, 9h30, 11h, sur, je vous la remets dans le chat, la chaîne France TV, hop, ici, sur Twitch, qui sera un peu le premier stream de France Télévisions. Et moi, j'accompagne un petit peu cette histoire sympa. C'est France Télévisions qui a décidé de vous proposer un stream demain sur les vaccins. Vous pourrez poser toutes les questions sur les vaccins à Damien Mascret, qui sera le médecin journaliste à mes côtés. Il est super sympa, en plus, vous verrez, il est super cool. Est-ce que quelqu'un, c'est mignon, m'a demandé, est-ce que j'ai été stressé ? Alors, je suis jamais stressé, moi. Parce que c'est que du plaisir, ça. Hein, ce qu'on vit là ensemble, ce qu'on a vécu là, ce jeudi matin ensemble, c'est de l'échange, c'est du plaisir, c'est du rire, c'est mes bonnes petites blagounettes toutes pourries, c'est de l'émotion aussi parfois. Je suis désolé, parfois je suis touché par des histoires d'actualité, désolé de vous avoir imposé ça, mais donc je sais jamais de stress. L'antenne pour moi c'est juste du kiff. Donc je vous donne rendez-vous quand ? Je vous donne rendez-vous donc pas demain sur ma chaîne, puisque je vais être sur France Télévisions, pas demain sur ma chaîne, mais on se retrouve demain 9h30, 11h sur la chaîne que je viens de vous indiquer. Et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne Samuel Etienne, là, comme ça vous serez sur Twitch, prévenu de mes streams, avec une petite notification qui va bien. N'hésitez pas de suivre aussi mon compte Twitter, parce que c'est vraiment là que je dis que je poste mes jours de stream. Je pense que ce week-end, on va faire un petit truc ensemble. J'ai plein de petits projets cool dans les tuyaux. J'espère que je vous en parle bientôt. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas, comme je le dis parfois, l'actu, c'est important. Comprendre la marche du monde, c'est important. Mais l'important, l'essentiel, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre équilibre, surtout en cette période un peu compliquée pour tout le monde. Et le bonheur que vous répandez autour de vous. On se quitte en musique, comme chaque jour, et puis je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller manger une pizza. Ciao.